Dans un monde où la santé métabolique décline à vue d'œil malgré des recommandations nutritionnelles de plus en plus précises et de plus en plus accessibles, comment se forger une intime conviction et mettre en place une alimentation individualisée pour relancer son métabolisme? C'est pour répondre à cette question que j'ai invité le docteur Evelyne Bourduaroy, médecin de famille au Canada, certifiée en médecine de l'obésité, fondatrice de la clinique Reversa et auteure de 7 best-sellers et également conférencière internationale. Elle vient nous expliquer comment son parcours de santé personnelle l'a incité à chercher plus loin que les recommandations nutritionnelles et nous partager ses découvertes, ses difficultés et ses conseils pour relancer sa santé métabolique. Bonjour Evelyne. Bonjour Sophie. Alors, je suis ravie de t'avoir parmi nous. Evelyne, j'aimerais qu'avant tout, tu nous dises qui tu es et ce que tu fais. C'est un grand plaisir pour moi et un grand honneur pour moi d'être ton invité à ton tout nouveau podcast. Écoute, c'est moi qui te remercie de l'invitation. Donc, je suis médecin généraliste, qu'on appelle médecin de famille au Québec. Donc, je pratique au Québec, au Canada, comme médecin généraliste, mais avec une expertise en médecine de l'obésité et en santé métabolique. Je suis aussi auteur de 7 livres, dont 2 qui sont publiés en France, hein. Inverser le surpoids et le diabète de type 2 avec le protocole Reversa aux éditions Thierry Soucard et Comment jeûner aussi aux éditions Thierry Soucard. Oui, il y en a un nouveau qui arrive là bientôt, mais qui ne sera pas encore disponible en France pour l'instant, qui a l'air super Hmm. intéressant. Oui, si on a le temps, je t'en parlerai à la fin. On apporte un nouveau concept intéressant du mariage entre l'alimentation méditerranéenne et la santé métabolique, mais on s'en reparle si on a le temps à la fin, si tu On veux s'en bien. reparlera, on s'en reparle. Alors, moi, ce que je voudrais savoir, Evelyne, c'est, tu es médecin de famille, donc en France, c'est l'équivalent du médecin généraliste. En France, on sait qu'un médecin généraliste, il fait, je crois, 20 heures de nutrition en tout et pour tout pendant ses 8 années d'études. J'imagine qu'au Canada, ça ne doit pas être beaucoup plus que ça. Comment En est-ce fait, c'est que beaucoup de moins. C'est même beaucoup moins. Bah, dis donc. Ah oui, c'est Euh, beaucoup moins. comment est-ce que de médecin de famille, donc médecin généraliste, on devient expert en santé métabolique et on s'intéresse, comme toi, tu t'es intéressé à la nutrition par rapport à la santé métabolique? En fait, c'est pas un parcours qui est bien tracé et c'est pas un sentier qui est bien battu parce qu'il y a pas vraiment de parcours officiel, parcours académique ou de formation médicale continue qui nous mène vers la santé métabolique. En fait, j'y suis un peu tombée, j'y suis tombée dedans un peu par hasard, par recherche personnelle, par coïncidence. Et ça m'a amené donc à aller me former ailleurs dans le monde. J'ai dû aller aux États-Unis, en Europe aussi, faire des formations en ligne. En présentiel, c'était plus la mode avant la pandémie, le présentiel, il fallait se déplacer. Oui, ça coûtait plus cher, mais bon, il y avait un Oui. côté humain qui était intéressant quand même. Et donc, j'ai aussi sollicité des collègues qui faisaient déjà ça, comme par exemple le docteur Jason Fung, Tout à fait. néphrologue à Toronto, qui a écrit, entre autres, Code d'obésité, qui est le Mhm. livre qui a changé ma vie personnelle et professionnelle. Donc, c'est un peu de manière autodidacte, j'ai commencé à comprendre l'ampleur de mes lacunes dans mes connaissances concernant la santé métabolique et ça m'a amené vers un stage, une formation qui a amené vers des congrès, etc., de fil en aiguille. J'ai décidé ensuite de faire ma certification en médecine de l'obésité qui n'est pas offerte au Canada. Donc, vraiment, il a fallu que j'aille aux États-Unis. J'ai fait mon cours avec l'université Harvard et puis après, j'ai passé l'examen de certification. C'est quand même un processus assez intense là, à faire avec les Américains. Et donc, j'ai décroché ma certification en médecine de l'obésité. On est très peu à avoir cette certification au Québec. À l'heure actuelle, on est 22 Ah médecins oui. sur plusieurs milliers de médecins de famille à s'intéresser à la santé métabolique et à l'obésité. D'accord. Et si tu parles de ton parcours personnel, je sais que j'avais lu dans ton livre, je crois que c'est dans Inverser le diabète, où tu expliquais que c'est parce que toi-même, tu t'es confronté à des difficultés dans la perte de poids et pourtant, tu avais l'impression de faire les choses bien, parce qu'après tout, bah, tu étais médecin, tu savais un peu comment il fallait manger, et que tu t'es rendu compte, parce que ça marchait pas, qu'il y avait quelque chose qui n'était pas forcément très clair par rapport aux recommandations, habituelles, on va dire, nutritionnelles.
Oui, tout à fait. En fait, depuis que j'ai 10 11 ans, euh, mon poids est labile, disons. J'ai tendance à prendre du poids facilement et j'ai de la difficulté à le perdre, comme bien du monde. Moi, je n'ai pas vécu une adolescence où j'étais très, très mince, je pouvais manger n'importe quoi. J'ai jamais pu manger n'importe quoi dans ma vie. Donc, très jeune, j'ai été sensibilisée au fait qu'il fallait que je mange santé et qu'il fallait que je bouge pour maintenir un poids santé. Et j'ai beaucoup utilisé l'outil du mouvement, de l'activité physique, du sport pour maintenir mon poids. Et même pendant mes études en médecine, qui étaient vraiment très exigeantes, je coupais dans le sommeil, je coupais dans l'étude, mais je maintenais l'activité physique. C'était important pour mon équilibre, mais c'était important aussi pour mon poids. Le poids a toujours été une préoccupation pour moi. Et là, je me suis retrouvée dans un concours de circonstances où, en fait, je venais d'accoucher de mon deuxième enfant, mon petit garçon. J'étais épuisée. Je venais de terminer 9 années de médecine et de Oh là là. stage. J'ai terminé enceinte. Les examens avec les nausées, bon, tout ça. J'ai fini les derniers stages avec une bédaine là, écoute, ouais, c'était une lourdeur. Bon, et voilà. Et j'ai fini aussi, ça s'est mal passé, l'accouchement, etc. A posteriori, maintenant, je sais que ça s'est mal passé, entre autres, parce que ma santé métabolique commençait à battre de l'aile, disons. D'accord. Mais pour faire une histoire un peu plus rapide, euh, j'étais en J'étais en postpartum avec un petit garçon qui ne dormait pas du tout, vraiment un très mauvais dormeur qui était réveillé à toutes les 2 heures constamment. J'allaitais, j'étais épuisée. J'avais évidemment un plancher pelvien qui ne voulait pas collaborer à toute forme d'activité physique que ce soit, si vous comprenez ce que je veux dire. Bah Et absolument. ouais, disons qu'il y avait des fuites si je faisais voilà. Et je me suis retrouvée dans un contexte où là, j'étais tellement épuisée que le mouvement, le sport, l'activité physique n'était plus une option. Ce n'était plus possible. J'étais au bout du rouleau. J'étais au bout de mes capacités physiques et mentales. La seule chose que j'étais capable de faire, c'est allaiter cet enfant et m'en occuper du mieux que je pouvais. Et donc, je me suis retrouvée dans un contexte où je n'avais plus mon outil principal, qui était le sport, pour maintenir mon poids. J'étais en postpartum, évidemment, j'avais pris du poids. C'est bien normal, c'est santé, c'est Oui, correct de prendre un peu de poids pendant la grossesse et il ne faut pas tout à fait. s'attendre que dans les premières semaines après l'accouchement, on sort à vue d'œil. Là, c'est pas physiologique, là, donc il faut se donner du temps. Cela dit, plus j'allaitais, plus le temps passait et plus je prenais du poids. Ça, par Et contre, c'est là, pas ça, normal. et non, voilà. Et plus j'étais fatiguée, et plus il n'y a rien que de mes stratégies que j'étais capable de faire, ou il n'y a rien de mes connaissances que j'étais capable d'appliquer, ça ne marchait pas. Il n'y a plus rien qui marchait. La seule chose qui marchait, c'était d'essayer de survivre et de constater avec un peu de désespoir quand même, ou de découragement, je devrais dire, désespoir, c'est un peu fort, un peu de découragement que je m'en vais pas dans la bonne direction et j'ai perdu le contrôle. D'accord. Et Et là, là, comment t'as eu le déclic? Et là, magie, coïncidence, intervention divine, une collègue médecin me parlait du livre Cas d'obésité, justement, de Dr. Jason Incroyable. Fung. Et elle a lancé comme ça, on était dans un groupe Facebook de femmes médecins qui jasent de tout et de rien. Et elle a lancé comme ça, vous savez, si vous lisez ça, vous allez comprendre qu'on peut manger du gras et perdre du poids. Ou quelque chose dans le Incroyable. genre. Quelque chose de complètement farfelu. Voyons donc. Mais Je me oui, suis bien dit, sûr. Le gras, mais c'est pas bon, voyons. Oh. voyons, tout le monde sait que le gras, ça fait grossir. Tout le Bah monde sait oui, ça. tout le monde le sait. Cela dit, cette femme médecin, j'ai beaucoup de respect pour elle. Je sais qu'elle a beaucoup de connaissances, elle est très intelligente et elle ne dit pas ou ne lance pas des choses comme ça à la légère. Donc, je me suis dit, Evelyne, écoute là, qu'est-ce que tu as à perdre? C'est peut-être un Oui. message qui t'est envoyé, qui t'est destiné. Écoute. Alors, je me suis procuré le livre et bon, de toute façon, je ne dormais pas parce que mon garçon,
Au final, ça va avoir pris 2 ans et demi avant qu'il arrête de Ah se oui, quand même. réveiller aux 2 heures. Ouais, non, quand même. Je fais noter à tout le monde qu'il n'y a pas de troisième enfant. Ça, C'est étonnant. ça a- Ouais, non, ça a été la méthode de contraception la plus efficace de toute la vie. Non, et c'est ça. Comme je ne dormais pas, eh bien, je l'ai lu. Salut. Je l'ai lu tout d'une traite. C'est-à-dire, je l'ai lu de la page couverture à la dernière page, sans arrêt. J'étais dans le suspense, j'étais pendue pas aux lèvres, mais au Aux texte pages. qui était écrit. Oui! Écoutez, ce livre-là, ça a été une révélation. Il y Ouais, a une lumière qui a allumé dans mon cerveau qui ne s'est plus jamais éteinte depuis. J'ai compris beaucoup de choses et ça m'a fâchée. J'étais choquée après ça. Donc, autant j'étais contente et illuminée et wow, et éblouie, ébahie par tout ce que j'avais lu, autant j'étais fâchée et en colère de constater que je venais tout juste de finir ma médecine et que jamais, pendant mon cours de médecine, on ne m'avait parlé de quoi que ce soit qui se trouve dans ce livre. tout à fait. C'est un peu, alors moi, j'ai pas fait médecine, hein, je suis pas du tout du secteur médical, mais cette sensation un petit peu d'indignation qu'on a souvent quand on découvre la réduction des glucides, le jeûne, etc., et qu'on découvre tous les fondamentaux scientifiques, toutes les études, toutes les expérimentations qui vont derrière, qui prouvent que c'est une santé, une alimentation qui est bonne pour la santé métabolique, et qu'on se dit, mais pourquoi personne ne m'en a parlé avant? Comment c'est Et possible qu'il y ait encore autant de croyances et de gens qui affirment des aberrations alors que la médecine, elle a évolué et que désormais on sait des choses? oui, puis en plus, on sait des choses à ce sujet, mais depuis des années et des décennies, mais ça ne s'est comme pas transmis, c'est pas arrivé encore, disons, dans les connaissances générales du grand public, ni même dans les connaissances professionnelles des professionnels de la Tout à santé. fait. Tout à fait. Encore, on voit, moi je le vois, je pense qu'en France, le truc que je vois le plus, c'est les œufs, où les gens arrêtent pas, enfin les médecins arrêtent pas de recommander de pas manger plus de 2 œufs par semaine, tu vois. Et en fait, Oui, euh, et en fait cette croyance-là, quand tu comprends d'où elle vient, le fait de la diabolisation des graisses saturées, les mauvaises croyances sur le cholestérol, etc., tu dis, ouais, pourtant, il y en a des études, il y a même, c'est même paru dans le Time, enfin, il y a eu des grands médias qui ont parlé de cette étude. Moi, j'avais lu une étude en 2019, je crois que c'est le journal de l'Association des cardiologues américains qui avait fait une publication où ils dédouanaient les graisses saturées dans leur responsabilité par rapport aux maladies cardiovasculaires, tu vois. Et c'est tombé, ça a fait du bruit. Et pour autant, on continue à entretenir ces espèces de mythes. Attention, pas plus de 2 œufs par semaine. Moi, ça me sidère un petit peu, le délai entre la science et le discours. oui, tout à fait. Mais on sait que c'est long, hein, avant que les nouvelles connaissances soient bien comprises, étudiées suffisamment en profondeur, avec toutes sortes d'études, pas juste des essais randomisés contrôlés, pas Tout juste à fait. des études épidémiologiques, pas juste des méta-analyses, pour que, éventuellement, avec le temps, ça finisse par faire son chemin dans les livres qui sont utilisés pour enseigner dans les universités et qu'ensuite, ça devienne un peu pratique courante. C'est vraiment un processus qui est d'une durée de au moins une décennie, si c'est pas plusieurs. Ouais, moi, Ce j'allais que dire plutôt 20 ans. Je pense qu'il faut 20 ans, moi, pour que ça commence à ça infuser un peu. doit, oui, tout à fait. Tu sais, le cholestérol, pour ne nommer que cet exemple-là, ça fait plus de 30 ans que la science est claire sur le sujet, que c'est pas manger du cholestérol qui va nous donner du Oui, cholestérol. oui, 30 non, mais ans. je sais. 30 ans. 30 ans. Et quand tu as des troubles cardiovasculaires, on te parle absolument pas du sucre, on te parle absolument pas des aliments transformés, des farines, dont pourtant on sait que maintenant qu'elles sont responsables de l'inflammation de bas grade et de toutes ces nouvelles maladies dites de civilisation. Mais on continue à te dire non, mais il faut pas manger trop d'œufs quand même, hein. Ça, Oui, voilà. Ou trop de voilà. gras. Le gras, comme Ouais. si le gras, en fait, dès qu'on l'a mangé, en fait, il Il vient s'envole se coller dans directement les veines, mais directement. dans les Direct. artères. Oui, Mais oui, directement. En fait, directement. il y a un passage magique entre la bouche et les coronaires, les artères du cœur. Et là, le gras s'en va se déposer là. Il reste là, Ouais. il fait des bouchons. Et Mais moi, voilà, il fait. qui m'épate dans cette croyance-là, c'est de me dire, le médecin qui dit ça,
il a pas du tout compris comment ça se passe, l'assimilation des acides aminés, ce qui se passe dans les intestins, comment est-ce que c'est converti. Enfin, il n'a pas compris tout le processus, ne serait-ce que de la digestion, en fait. Oui, mais en fait, je vais te dire quelque chose qui va peut-être te surprendre, mais tu as parlé de 20 heures de formation en nutrition en France. Oui, Moi, j'ai étudié, il y a 4 universités au Québec qui offrent le cours de médecine. C'est très contingenté, en fait, et c'est très difficile de rentrer en médecine. Il y a peu d'étudiants qui sont formés à chaque année. Et l'année où moi j'ai été admise à mon université, c'était l'année où ils instauraient un nouveau programme. Ils avaient fait une refonte du programme de médecine, en fait, et on était la première cohorte. On était un peu les cobayes, les pilotes. les Et bêta-testeurs. voilà, et dans le nouveau programme, ils avaient jugé que tout le module, toutes les heures qui devaient être consacrées à la nutrition et à l'activité physique n'étaient plus pertinentes et ont été évacuées du cours et qu'en fait, il y avait maintenant, et je ne pense pas qu'ils l'ont rechangé depuis, mais 0 heure consacrée à l'apprentissage de la nutrition et des bienfaits de la physiologie du sport, en fait, des bienfaits du sport sur le corps humain. C'est incroyable. Zéro. C'est Parce que ce n'est incroyable. plus jugé utile. Les habitudes de vie ne sont plus jugées comme étant pertinentes pour un médecin généraliste de comprendre, de connaître et de conseiller. En fait, tous nos algorithmes de maladies chroniques commencent par, bon, ben, on diagnostique un diabète ou on diagnostique une hypertension ou on diagnostique une obésité. Première étape, parler des habitudes de vie. Deuxième étape, prescrire un médicament. En fait, on escamote complètement, du moins au Québec, la première étape où on doit parler des habitudes de vie Oh, et les En médecins France aussi. En France sûrement, aussi. hein, Et quand on c'est un parle peu, des habitudes de vie, malheureusement, enfin, moi, j'ai la chance d'avoir un médecin de famille très pragmatique. Et un jour, on parlait, je lui avais amené mon premier livre de recettes que j'avais aussi, qui est aussi édité aux éditions Thierry Soucard, puisqu'on est collègues d'éditeurs. oui, Et mon tout premier livre de recettes, je lui avais amené parce que j'étais assez fière hein, de lui montrer, parce qu'on avait déjà parlé nutrition. Et ce jour-là, il m'a dit, mais vous savez, Sophie, j'ai fait 20 heures de nutrition en 8 ans d'études, vous en savez certainement beaucoup plus que moi. Donc déjà, c'est beau pour un médecin d'affirmer qu'il ne sait pas oui, quelque chose, parce que c'est assez rare. Et en fait, il m'expliquait en fait, on ne sait pas comment en parler aux patients. C'est-à-dire que on apprend qu'il faut interroger sur les habitudes de vie, mais on n'est même pas capable de définir quelles seraient les bonnes habitudes de vie par rapport à une pathologie. En fait, ça va être du très généraliste, manger, bouger, pas trop salé, pas trop sucré, faire 10 000 oui. pas par jour, et puis c'est tout, quoi. Effectivement, ce qui est dommage parce que tu vois, les professionnels de la santé, les autres qui pourraient nous aider là-dedans, par exemple les kinésiologues, par exemple les nutritionnistes, mais c'est pas tout le monde qui a accès à ces professionnels-là, disons, pour compléter les informations. Du moins au Québec, souvent le principal point de contact entre les gens et la santé ou la pathologie, c'est le médecin généraliste, c'est le médecin de famille. Donc, Tout à fait. ça serait logique qu'on soit un peu mieux formé dans les habitudes de vie parce que tout part de là, premièrement. Ouais, Et deuxièmement, parce qu'on est souvent l'un des seuls points de contact, on a une grosse influence quand même à dire aux gens, attendez, là, c'est pas le médicament qui va vous améliorer votre santé. La santé, la base de la santé, c'est les habitudes de vie. Et ça, il n'y a tout pas un à fait. médicament qui va vous donner la santé. Bien sûr qu'il y a des médicaments qui sont très pertinents pour toutes sortes de problèmes de santé, de pathologies, mais la base de la santé, c'est les bonnes habitudes de vie. Tout à fait. Et en plus, je rajouterais que ça fait un peu en sorte qu'on est dans un système où on attend que la maladie se manifeste et là, Oui, on il n'y la a aucune diagnostique. prévention. Voilà. Aucune prévention. Tu sais, l'indice OMA, donc c'est Oui, l'examen pour mesurer une résistance à l'insuline, par exemple. oui, Moi, j'ai été obèse jusqu'à l'âge de 30 ans. Et chaque fois que je faisais des analyses de sang, le truc bien classique qu'on fait en France, parce qu'en France, ton médecin généraliste, il a quand même tendance à te donner une ordonnance pour une prise de sang avec cholestérol, enfin, bilan lipidique, glycémie à jeun, acide urique, quelques trucs comme ça. Il n'y a jamais le oui. HOMA dedans. Et quand j'ai Non, hein? demandé à mon généraliste, bonjour, j'aimerais bien faire un test HOMA. Et c'était il y a
il y a quoi, il y a 10 ans de ça, parce que c'est bien après que je me sois intéressée à la réduction des glucides que j'ai demandé à mon généraliste de faire un test Thomas. Il m'a regardé et il m'a dit, en 25 ans de médecine, c'est la première fois que je le prescris. Hmm. C'est quand même énorme, c'est-à-dire que la résistance à l'insuline, qui est à la base de ces nombreuses maladies métaboliques, qui est le premier signal, le premier red flag, le premier drapeau. Ouh, Oui, attention! oui, C'est, c'est- tout à eh ben, fait. personne ne le regarde, même chez une personne obèse. Tu vois, Oui, c'est-à-dire que moi, je pesais 105 kilos, on me disait, mais vos analyses sont incroyables, elles sont très bonnes, madame, il n'y a aucun souci. Ben non, il y a un souci, je fais 105 kilos. ben voilà, tu vois, quand on ne fait pas de la prévention, quand on attend la maladie, ben tant que les marqueurs, donc les tests de sang qu'on demande, les valeurs sont dans la fourchette normale, ben on se dit tout va bien. Mais tout va pas bien parce qu'on n'a pas, on attend que les glycémies soient anormales pour dire, ah, attention, il y a peut-être un prédiabète en installation ou un diabète de type 2, Et on en se fait, ça dirige fait vers un 10 ans diabète. qu'il est en préparation. Eh bien voilà, si on dose l'insulinémie, donc le taux d'insuline à jeun dans le sang, déjà, ça nous dit si on est en route vers un prédiabète, un Oui, syndrome métabolique, un prédiabète ou un diabète, parce que c'est un continuum, tout ça. Mais tout à plus fait. encore, bien avant ça, si on surveille, par exemple, la glycémie à jeun, si on surveille s'il y a une tendance toute douce vers la hausse, tu sais, on peut être à, je sais pas si vous avez les mêmes unités qu'au Québec, mais disons, à jeun, quand on avait 22 ans, on avait 4,8 de glycémie à jeun. À 30 ans, on était rendu à 5,2, 5,3. Puis finalement, ça glisse vers 5,8. Oh, ben 5,8 au Québec, on trouve ça. En santé métabolique, on sait qu'on est déjà en prédiabète. En D'accord. médecine générale, disons, on se dit, ah, bon, ben, tout est beau, hein, parce que c'est à partir de 6 qu'on est dans le prédiabète. Mais la tendance à la hausse elle-même n'est pas normale et devrait faire l'objet d'une discussion sur les habitudes de vie et devrait faire Oui, l'objet de ouais, prévention. ouais. Parlons de votre alimentation, parlons de votre stress, parlons de votre sommeil, parce qu'on est en train de se diriger dans la mauvaise direction. Alors, je Et ne ça, sais pas au Canada, mais en France, je ne pense pas que les médecins soient formés à parler de ces choses-là. Je ben, on pense pas l'est qu'ils pas savent tant par, non plus. je sais pas par quel, je pense pas qu'ils sachent par quel bout aborder le truc. Je me souviens d'une cliente qui me racontait que son médecin lui parlait de l'importance d'apporter 70 grammes de protéines à son alimentation. Et pour le médecin, 70 grammes, c'était 70 grammes de viande. Ah, pas Tu 70 vois? grammes de protéines. Alors qu'on sait très bien, toi et moi, que pour avoir 70 grammes de protéines, il faut 4 fois plus. Donc, on Ah, n'est ben pas loin oui. des 300 grammes de viande. Mhm. Et en fait, tu vois, même là, il y a il y a un monde entre ce qu'ils savent et puis ce qu'ils sont capables d'expliquer à leurs patients. Et j'ai l'impression que le médecin, il n'est pas forcément formé à cet aspect prévention parce que c'est pas ce qu'on lui demande, en fait. On lui demande de réagir, Exactement. effectivement, comme tu disais, à un algorithme. Tel problème, on fait un arbre de décision, tel problème, on met telle molécule en face ou on prescrit tel examen. Exactement. Donc, je dis pas que c'est la faute des médecins, ni en France, ni au Québec, ni Non, ailleurs. C'est non, comme non. ça qu'on est formé. Et C'est c'est la comme ça que médecine notre... ouais, Oui, qui voilà. enseignait peut-être pas dans le bon sens. Elle n'est pas enseignée de manière préventive, elle est Ouais, enseignée de manière plutôt réactive. Et tout je à ne sais fait. pas si tu écoutes les podcasts de Dr. Peter Attia, mais lui, il parle d'une médecine 2.0 qui est Oui, tout à fait. réactive, qui réagit une fois que la maladie est installée. Bon, là, on agit. Tant qu'il n'y a pas de maladie, on n'agit pas. Oui. Et lui, il dit, ben, on serait mieux de se rendre à médecine 3.0 où on la prévient, où on regarde les tests et on voit les tendances et on en discute avec nos patients et on investit dans les bonnes habitudes de vie. Et moi, quand je pesais 105 kilos et qu'on me disait, mais vous allez bien, j'étais épuisée, je tenais pas debout. On me disait, oui, mais c'est normal, vous avez une petite fille en bas âge, c'est compliqué. Ah non, 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 c'est pas normal en fait. Regardez votre passion en fait. C'est dommage, mais regardez votre passion. Tout à fait. Bon, et du coup, par rapport à ton cheminement personnel dans ce changement de paradigme où tu t'es dit, c'est pas possible, je fais tout bien en alimentation, et puis tout d'un coup, tu découvres code obésité et tu te rends compte que ce que tu croyais était totalement faux, en fait. Oui. C'est quoi qui a été le plus difficile pour toi dans ce changement de paradigme, dans cette évolution, cette prise de conscience soudaine? D'un point de vue personnel, je pense qu'il a été le plus difficile, ce qui demeure difficile après tout ce temps, parce que là, on parle de 2016 quand même,
Je pense que c'est d'être à contre-courant par rapport à tout ce que fait la société, ma famille, les gens que j'aime, mon mari, mes collègues. C'est difficile de dire, je pense que ce qu'on fait, tout le monde, l'alimentation standard, le guide alimentaire canadien, je pense que c'est pas bon et moi, je veux essayer autrement. J'essaye autrement et ça marche vraiment bien pour moi. Et ça marche Et pour tes je patients vais en... aussi, Evelyne, parce que tu as quand Ah même bah oui, soigné pas attends. mal de gens dans ta vie. Oui, oui. Ah, oui, j'ai vu plus de 2000 plus de 2000 patients que j'ai traités avec cette approche. Oui, ça marche, mais même quand ça marche, en fait, les gens ont tellement de difficultés à croire que notre alimentation équilibrée n'est pas santé et ne font pas le lien entre le fait que tout le monde est en train de grossir. Là, les enfants sont en train de grossir. Ah, mais l'humanité n'a jamais été aussi malade que maintenant. Exactement. Donc, pourquoi est-ce que personne ne dit, attends, là, dans l'alimentation standard, il y a quelque chose qui va pas? Bon, bref, de dire aux gens, ben, en fait, c'est le sucre, c'est les glucides, c'est les bons grains qui sont pas si bons que ça. D'aller à contre-courant comme ça, puis d'être constamment en train d'expliquer, puis de me faire juger, parce qu'évidemment, tout le monde qui voit que je mange du gras, c'est confrontant. Bon, c'est pas ce qu'ils connaissent depuis toujours, c'est pas ce qu'on se fait dire depuis les années 80. Moi, je suis un bébé fin des années 70, donc la vague du low fat, Ah mais oui, les produits allégés, le beurre bon pour le cœur, enfin tous ces trucs-là là, qui sont des oui, aberrations quand on commence à les regarder d'un peu plus près. C'est clair que oui, nous, on est à contre-courant, toute notre génération a été élevée à tout ça, quoi. C'est exactement. Donc, si on se rappelle même plus, c'était quoi la vie avant la vague des années 80 du low fat, tout on à se fait. rappelle pas que notre alimentation actuellement, elle est faible en gras par rapport à ce qu'elle était dans les années Ouais. Moi, avant les années 80. c'est mon arrière-grand-mère, en fait, que j'ai eu la chance de connaître. Donc, mon arrière-grand-mère, elle est morte quand j'avais 14 ans, mais jusqu'à mes 14 ans, je l'ai côtoyée, je l'ai vue tous les jours de ma vie, hein. Et parce que c'est mes grands-parents qui s'occupaient de moi. Et en fait, je me souviens de son alimentation. Je me souviens de là où elle venait, puisque mon arrière-grand-mère elle venait des montagnes du Piémont et elle avait une alimentation très simple, en fait. Et quand je me souviens de son alimentation, je me dis, oui, le bon sens, il était là. Le bon sens terrien, de manger les légumes qu'on a dans son jardin, les fruits quand ils sont là, de manger des viandes, de rajouter de la couenne de porc dans ses soupes. Enfin, voilà, quoi, un truc enfin, l'allégé n'avait pas sa place. Le sucre, la consommation de sucre, elle était ridicule. Enfin, c'était. Voilà. Et en fait, je me dis toujours, les gens ont oublié d'où on vient alimentairement, quoi. Ça fait 400 000 ans qu'on mange de la viande et aujourd'hui, la viande serait mauvaise pour la santé. Euh, ça fait seulement 50, 70 ans qu'on mange des farines raffinées, des graisses trans, et des mauvais sucres, des mauvais gras, etc. Mais c'est la faute de l'alimentation qu'on avait avant si on est malade aujourd'hui. Moi, ça me sidère toujours ce manque de... Mais juste regarde comment on mange depuis 60 ans, en fait. Oui, et regarde comment ça va pas bien du tout depuis Mais depuis 60 ans. 60 ans, c'est incroyable. Oui, c'est ça. Et donc voilà, d'aller à contre-courant, c'est difficile et je le vois aussi chaque jour en clinique. Les patients me disent c'est difficile de ne pas manger, de Oui, manger différemment des autres. oui, oui, C'est une charge mentale ajoutée. En fait, tout c'est à une fait, logistique et c'est une charge mentale et c'est tout à fait. épuisant. Et des fois, parfois, quand la volonté, le lobe frontal s'épuise, se fatigue, il y a beaucoup de stress, bon, tout ça, c'est un défi ajouté de Tout continuer à fait, à tout à fait. choisir sa santé métabolique à chaque repas, de Oui. refaire le choix de se prioriser, de prioriser sa santé métabolique envers et contre tout. Ouais, et c'est quelque chose, alors moi je sais que c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup avec mes clientes, l'intime conviction, c'est-à-dire déjà d'être absolument convaincu soi-même que ce qu'on fait c'est bon pour sa santé. Oui, Et là du coup il y a beaucoup de croyances nutritionnelles à démonter, hein, pour arriver à avoir une ben intime oui. conviction. Il faut comprendre que ce qu'on croit, c'est pas forcément vrai. Donc il y a une grosse part d'éducation
pour insuffler cette intime conviction. Et après, un des trucs sur lesquels je travaille beaucoup aussi avec mes clients, c'est d'être capable de se détacher du regard de l'autre, en fait. Et c'est vrai que c'est un gros travail. Et c'est souvent la difficulté qui revient, c'est oui, mais j'étais invitée, on a insisté pour que je prenne un morceau de gâteau et j'ai pas su expliquer pourquoi j'en mangerais pas. Voilà. Et ouais, Oui, c'est vraiment un c'est vraiment problème. Oui. compliqué. Ouais, tout à fait. Moi, je Ouais. sais que j'ai pas ça par rapport à mon alimentation, mais parce que j'ai une vie un peu particulière où je suis pas forcément confrontée à beaucoup de gens, j'ai pas une grande famille, etc. Puis, comme je suis un caractère un peu trempé, on va dire, les gens osent pas trop me dire quoi que ce soit parce ils se font aboyer dessus. Mais je vois bien chez les clients que j'accompagne en coaching individuel, c'est vrai, c'est lourd, c'est une charge mentale. Il y en a qui me disent, non, mais j'ose même plus accepter une invitation parce que je sais que je vais devoir expliquer comment je mange et ça pèse trop lourd, quoi. Ça Oui, pèse trop on lourd. comprend. Dans mes Ouais, débuts, j'étais profondément, intimement convaincue, mais j'ai quand même trouvé que ça, c'était lourd. Ouais, c'était ouais, lourd à vivre. ouais, Ben, ça ouais. le devient de moins en moins, disons, mais ça revient de temps en temps quand vraiment je suis trop stressée, j'ai mal dormi, je suis débordée, je suis envahie. Oh, là, la lourdeur pèse un peu plus lourd, Ouais, mais effectivement, tu as tout à fait raison que si ça part d'une conviction profonde et inébranlable, eh ben, c'est infiniment plus facile. tout à fait. C'est pas, quand on est convaincu soi-même, on arrive à être convaincant pour les autres. En plus, C'est le truc. et en fait, on se rend compte aussi qu'on n'a pas à convaincre les autres et on n'a pas à se Non, justifier, on n'a pas mais à oui, expliquer, on n'a pas à s'excuser, on n'a mais pas. exactement. On se respecte Ça ne soi-même quand on regarde a fait des personne choix. en fait. Moi, je dis Ben toujours ce que vous voilà, mettez dans votre bouche, ça regarde personne. Ça ne voilà, regarde personne. Si on est de confession juive ou musulmane et qu'on mange pas de porc, ça regarde personne. Si on est végétarien et qu'on a fait le choix de pas manger de produits d'origine animale, ça ne regarde personne. Et si on privilégie sa santé métabolique et qu'on évite les grains et le sucre, ça ne regarde personne. Mais c'est voilà. très compliqué. C'est très très compliqué à faire admettre. Et du coup, C'est un euh, processus, hein? oui, c'est un parcours. Ouais, voilà. Par rapport à la difficulté, j'imagine qu'avec 2000 patients, tu as appris beaucoup de choses aussi. C'est quoi l'enseignement que tu as tiré de ton parcours personnel et puis du fait d'être devenu expert dans ce domaine-là, le truc le plus important que tu aies appris? Ah, ça, c'est une question difficile à répondre. Le Ouais. truc le plus Vraiment, important, le truc que tu n'aurais jamais cru il y a 10 ans avant de découvrir ça et qu'aujourd'hui, tu l'as vraiment, tu t'en rends vraiment, tu te rends vraiment compte que c'était le point le plus important, la pierre d'achoppement en fait de ton changement. écoute, Voilà. ouais, d'un point de vue personnel et professionnel, en fait, je ne savais pas du tout à quel point l'insuline, une hormone sécrétée par le pancréas, principalement quand on mange des glucides, aussi quand on mange des protéines, mais dans une moindre mesure, et très peu quand on mange des lipides, à quel point l'insuline joue un rôle fondamental, un rôle majeur dans la santé métabolique, dans le poids. Hein, c'est principalement l'insuline qui dicte si on Tout est à en fait. mode stockage des graisses ou en mode Ouais. brûlage des graisses. Déstockage, tout à fait. Déstockage, voilà. L'insuline a à voir avec le foie gras, l'insuline a à voir avec l'hypertension artérielle, le syndrome des ovaires polykystiques, la maladie cardiovasculaire, un paquet de cancers, la démence. L'insuline est à la base, en fait, de nos habitudes de Et vie donc et la de... résistance à l'insuline. Et donc, Voilà, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, moi je crois que ma plus grosse découverte, ça a vraiment été ça, ça a été la découverte de ce qu'était la résistance à l'insuline et de me rendre compte à quel point personne n'en parle, personne exactement. n'évoque la résistance à l'insuline. Et de lire et de relire chaque fois que je tombe sur des papiers qui parlent de résistance à l'insuline impliquée dans l'Alzheimer, la démence, effectivement le SOPK, la maladie de Nash, etc. Et qui dit résistance à l'insuline dit impact des glucides, hein, mais c'est fou. En fait, c'est vrai que ça a été ouais, l'insuline, ça a été la découverte, en fait, parce que c'est une hormone dont j'imagine que toi, on t'avait pas trop parlé, à part le fait que c'était quand il y en avait moins qu'on était diabétique, peut-être. Oui, ce qui est même pas vrai en plus, En parce que plus, en diabète de type 2, il y en a pas moins, il y en a trop. C'est en type 1, voilà. mais bon, diabète, on s'injecte de l'insuline, voilà à quoi sert l'insuline. Principalement, c'est ce que j'ai retenu de mon cours de médecine. Peut-être qu'on me Ouais. l'a enseigné un peu plus de détails, mais ça c'est sûr, on ne m'a jamais enseigné
que les maladies chroniques liées au style de vie, en fait, les maladies là, qui n'existaient pas ou qui étaient très rares il y a 100 ans, il y a 150 ans, ben, elles ont toutes une racine commune qui est l'hyperinsulinémie, la résistance à Ouais, l'insuline. Et tout à donc, fait. et donc, on a un pouvoir et un contrôle sur la prévention ou le renversement de ces maladies-là, puisque l'insuline, ben, c'est notre alimentation et c'est nos autres habitudes de vie qui ont un impact sur l'insuline qui sont la clé. Et Tout ça à fait. change tout. De savoir ça change tout parce que là, Ouais, oui, on veut un mode de vie, en fait, incluant l'alimentation, incluant la non-alimentation, le jeûne, incluant le sommeil, le mouvement. On veut un mode de vie qui prend en considération est-ce que ceci va avoir un impact négatif sur mon taux d'insuline? Est-ce que ceci ou cela va avoir des effets délétères, des effets nocifs sur ma résistance? Est-ce que je vais détériorer ma résistance en faisant ceci, cela? Maintenant, ma vie est plutôt centrée à prioriser des comportements qui gardent mon taux d'insuline le plus bas possible et ma glycémie la plus basse et la plus plate possible. tout à fait. Tout à fait. Moi, je parle toujours de relancer la sensibilité à l'insuline, en fait. Tout C'est-à-dire de à fait. trouver les aliments et les comportements qui vont relancer la sensibilité à l'insuline, parce que c'est ce qui relance, en fait, au final, le métabolisme. C'est ce qui fait qu'au lieu d'être resté en mode stockage en permanence, il passe en mode déstockage, il se met à tourner rond, hein, comme un moteur de voiture. Tu sais que j'aime bien les comparatifs avec les moteurs des voitures. OK. Et du coup, là, demain, tout de suite, quelqu'un qui nous écoute et qui se dit, ah, mais oui, c'est vrai, moi aussi, j'ai tout essayé pour perdre du poids et les recommandations, j'ai respecté les recommandations d'alimentation équilibrée, j'ai fait attention à ce que je mange, etc. Ça ne marche pas. Moi aussi, j'aimerais tester cette alimentation, cette réduction des glucides, ce renversement de la résistance à l'insuline. Si tu avais un conseil à lui donner pour commencer demain, ce serait quoi? Laisse-moi d'abord dire, si tu permets, Sophie, que Oui. plus on est résistant à l'insuline, plus, peu importe ce qu'on fait en termes d'efforts pour perdre du poids, plus ça va être difficile, voire impossible. Il faut absolument comprendre que si on sécrète beaucoup d'insuline toute la journée, si on a un haut taux d'insuline, on a de la résistance à l'insuline par défaut et que cette hyperinsulinémie-là, elle est inhibitrice de la lipolyse. On ne Tout à peut fait. pas brûler des graisses, que ce soit les graisses qu'on mange ou les graisses qui sont entreposées dans nos fesses. On ne peut pas brûler de la graisse si notre insuline est élevée. Et donc, même si on fait un régime très hypocalorique, on tombe à 800 calories par jour, 750 calories par jour en se disant, mais je vais bien finir par maigrir. Et il y a des gens qui n'y arrivent même pas avec une diète hypocalorique drastique, sévère, extrêmement stricte comme ça, parce que la résistance à l'insuline inhibe, elle bloque le brûlage des graisses. Et donc, quand j'ai des gens qui me consultent pour la perte de poids, qui me disent, écoute, je fais tout ce qu'il faut faire et ça ne marche pas, je ne perds même pas une livre, je fais des jeûnes de 3 jours, je ne perds pas une livre. Au Québec, on est à cheval entre les deux, un livre Oui, kilo, livre oui. kilo. Bon, ben, je leur dis, effectivement, vous êtes rendu dans un état métabolique qui vous empêche de perdre du poids. Donc, la première chose à faire, c'est de travailler cet état métabolique-là, mettre de côté l'objectif de la perte de poids parce il va venir après. Mm. D'abord, on s'attaque à renverser ou à inverser la résistance à l'insuline. Et quand là, on va être capable de faire descendre le taux d'insuline et qu'il va y avoir des longues périodes, de plus en plus longues périodes pendant la journée où l'insulinémie va redescendre assez bas, eh bien là, on va être capable de basculer métaboliquement dans un état qui va nous permettre de brûler nos graisses. Mm. Mais si on ne s'attaque pas à la résistance à l'insuline, eh bien, on risque de faire beaucoup d'efforts et d'avoir peu de résultats et d'abandonner et d'être très déçu. Donc, toute perte de poids, selon moi, Et de s'abîmer, parce que franchement, oh moi, je vois oui, tellement de clients qui sont dans un état de santé pitoyable après des années d'hypocalorique, avec un absolument, métabolisme qui est complètement au ras des pâquerettes, avec des carences incroyables, avec des problèmes incroyables qui sont essentiellement liés à cette restriction calorique. Et, et- et- exactement. et en fait, on peut faire. Enfin, moi, les gens obèses que je vois qui arrivent et qui n'arrivent pas à perdre de poids, ce sont des gens hyper disciplinés et qui ne Oui, manquent pas de volonté. Ils ont tout essayé. exactement.
Ils se Wow, sont oui, oui. acharnés, quoi. C'est des gens qui sont incroyables de volonté et ça ne marche pas. Et ça, Voilà. ça me rend dingue à chaque fois. Et effectivement, j'explique toujours que d'abord, on fait la relance métabolique. Et quand on a relancé son métabolisme, bah, la perte de poids, elle vient d'elle-même parce que on a enfin un métabolisme qui fonctionne correctement. Voilà, ça c'est très important de le comprendre. C'est vraiment Mm, très important parce que sinon on se décourage. Et même quand on adopte la réduction thérapeutique des glucides et le jeûne, il est possible que soudainement, bon, on a fait d'énormes changements et on pratique le jeûne, on fait du jeûne intermittent, on saute le petit-déj, on saute le lunch, on fait des 24 heures, des 36 heures, des 42 et il n'y a rien qui bouge. Il n'y a rien qui bouge sur la balance, mais il y a toutes sortes de choses qui sont en train de se mettre en place et il faut persévérer. tout à fait. Plus il n'y a rien qui bouge, plus on doit se dire, waouh, je devais avoir une résistance à Ouais, l'insuline j'ai vraiment beaucoup de choses à incroyable. réparer. La réparation invisible Exactement. est en cours. Donc, mon premier conseil, ça serait la persévérance, la persévérance. Puis ensuite, dans le Ne rien lâcher. pratico-pratique, ben non, de persévérer parce on n'a pas développé de résistance à l'insuline du jour au lendemain. Ça s'est installé pendant des années et des années. Et donc, il ne faut pas s'attendre à ce qu'en quelques jours ou quelques semaines, on soit capable de renverser le processus. Et là, Tout à soudainement, fait. métaboliquement, à l'intérieur, on est capable de faire la bascule métabolique, de brûler du gras, brûler du sucre. Peu importe. Ça peut prendre du temps si on est très malade métaboliquement, si on a saboté son métabolisme basal avec des diètes hypocaloriques, si on a perdu beaucoup de masse musculaire dans le processus, parce que on n'en parle pas assez, mais les diètes hypocaloriques, elles font fondre la masse Tout à musculaire. fait. Tout à Et fait. bon, donc ça, c'est la première étape de s'attaquer à la résistance à l'insuline et de laisser faire le pèse-personne, d'arrêter d'embarquer sur la balance pour regarder son poids d'aujourd'hui et se dire, ben, je m'attaque à la résistance à l'insuline et je répare mon métabolisme et ma capacité à être flexible d'un point de vue métabolique pour, en fait, renverser la résistance à l'insuline. Et on n'a pas besoin de la renverser complètement pour que le poids commence à fondre. Ouais, ouais. Mais il faut travailler sa résistance à l'insuline. Donc, premier conseil. Deuxième conseil, bien sûr, lire et s'informer et être bien accompagné dans la mesure du possible pour ne pas faire n'importe quoi, avoir pas de résultats puis se décourager ou faire des choses qui pourraient être dangereuses. J'ai vu souvent des patients en clinique combiner la réduction thérapeutique des glucides avec de l'hypocalorie. Oui, Attention, ça, je le vois on peut, souvent aussi. oui, On garde les vieux parce que, réflexes. Oh là là, mais il faut pas trop manger. Et en oui, fait, ben, voilà. là, ou alors des gens qui font. Alors moi, là, c'est quelque chose que je trouve très dangereux aussi. C'est les gens qui pensent que quand on réduit les glucides, on peut quand même se faire des cheat meals dans la semaine. Eh ben Donc, oui, donc voilà. des gens qui pendant 5 jours font hyper attention, mais le week-end, on boit de l'alcool, on mange du sucre, on mange de la farine, etc. Parce que c'est le week-end, c'est pas grave, je reprendrai lundi. Et malheureusement, Exactement. un métabolisme déséquilibré qui tourne pas bien rond, il apprécie pas tellement ce genre de choses normalement. Effectivement, tu as tout à fait raison. Donc, il faut essayer de s'en tenir. Et c'est la raison pour laquelle il faut voir ça comme sa nouvelle normale, comme Mm, sa façon d'être et de vivre, et non comme quelque chose de court terme. Un tout régime, à une fait. diète que je vais faire pendant X nombre de semaines, puis ensuite je retourne à la normale. Non, il faut qu'il y ait un changement du mindset, de l'attitude mentale, de la perspective, de l'état d'esprit pour se dire, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant m'a rendu malade, m'a rendu en surpoids. Je dois changer fondamentalement ce que je considère comme étant normal. Et à Oui, partir de maintenant, je dois adopter une nouvelle normale et ne pas chercher à tricher, à tout faire à des fait. écarts, à me payer, m'offrir une petite gâterie. Non, parce que plus on est malade ou plus on est en surpoids, plus on est en résistance à l'insuline, moins on a de latitude, moins on a de marge de manœuvre au début. Il faut Oui. vraiment s'attaquer à ça, puis avec le temps, avec les années, réévaluer la situation. Mais au début, dans le fond, il faut vraiment se mettre les chances Ah, de son ouais, il bord. faut être vraiment. Ouais, Et en plus, si on veut des résultats, parce que c'est toujours pareil, quand on veut adopter quelque chose à long terme, si ouais, on voit pas de résultats, ben, on se décourage. Et oui, en réduction des glucides, alors généralement, il y a des résultats assez rapides parce qu'on perd son eau et c'est assez marrant de voir les gens qui sont assez épatés le premier mois d'avoir beaucoup perdu. Et puis après, ça s'arrête parce que là, on rentre dans le dur. Et effectivement, il faut être capable de tenir sur la durée et donc d'être dans une démarche de se dire, je me nourris pour relancer la machine plutôt que je me restreins et oh, flûte, la restriction marche pas, bon, bah, je m'en fiche. Non, en fait, c'est vraiment du... Moi, je parle toujours d'apprendre à se nourrir pour se réparer, quoi. C'est un processus de réparation
où ce qu'on mange devient un médicament. Et comme tout traitement médicamenteux, ben, on ne peut pas arrêter de le prendre si on veut aller mieux, en fait. Exactement. C'est un peu comme on s'entraîne, on fait du sport, on améliore notre masse musculaire, notre capacité cardiovasculaire. Puis là, on dit, ben, maintenant que je suis améliorée, je peux arrêter de faire du sport. Ben, bien sûr, Ben non. non. Tout le monde comprend que tu veux maintenir tes acquis, ouais, et continuer à t'améliorer, ben, tu dois continuer à pratiquer ton activité physique. Et Ça en va de plus, soi. si tu t'arrêtes, ça part beaucoup plus vite que ce que c'est venu. Eh oui. Au niveau du sport. Hein, parce que tu la sens bien, la perte musculaire, quand tu arrêtes de t'entraîner pendant quelques semaines, tu te rends bien compte à quel point c'est difficile de revenir au niveau où tu étais. Donc, c'est effectivement la même chose pour la santé. C'est cool. Merci beaucoup, Evelyne, pour tous ces bons conseils et cet échange. J'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec toi. Je mettrai le podcast en ligne début janvier et je mettrai dans les commentaires, dans la description du podcast, tous les livres que tu as écrits et les livres aussi dont on a parlé, le code obésité, parce que c'est pour moi, c'est un peu la Bible. Effectivement, c'est par là que j'ai commencé aussi. Après, j'ai lu le guide complet du jeûne. C'était vraiment les deux livres avec lesquels j'ai commencé. Et après, je crois que c'était Pourquoi on grossit de Gary Taube, qui a été aussi Oui, tout enfin, à je pense fait. que c'est le trio de tête des livres qui m'ont convaincu qu'on était dans le faux avec les recommandations nutritionnelles, qui m'ont aussi permis, et ça, je pense que tu le vois peut-être chez les patients, de déculpabiliser. Parce que quand on est obèse, on porte sur ses épaules une espèce de culpabilité permanente qui est entretenue par l'inconscient collectif que les gros, c'est des feignants qui mangent tout le temps, etc. Et donc, on a toujours l'impression, quand on est très gros, qu'on fait quelque chose de mal, qu'il y a quelque chose qu'on ne fait pas bien, c'est notre faute. Et je sais que moi, ces trois livres-là, ça m'a vraiment déculpabilisée, où je me suis rendu compte qu'en fait, je croyais bien faire et que ce n'était pas ma faute. Et c'est hyper important aussi de l'entendre quand on est en surpoids, quand on est en mauvaise santé métabolique. On a le pouvoir et on a la responsabilité de faire mieux, mais c'est pas de notre faute si on est en mauvaise santé métabolique et c'est pas parce qu'on a fait quelque chose de mal, en fait. Oui, en fait, tu as bien raison. Mes patients les plus pleins de volonté, les plus admirables, les plus stricts, les plus tenaces, c'est les patients qui sont en surpoids ou en obésité. Ça a aussi beaucoup changé ma perspective des choses. Les patients qui sont devant moi, qui sont en surpoids ou en obésité, c'est des gens en général qui ont travaillé très fort, qui ont tout essayé, qui ont persévéré. Puis, tu sais, pour faire un régime hypocalorique, Sophie, je présume que Ah, tu je le connais. sais parce que tu l'as vécu. Et il faut supporter la faim, il faut supporter les pensées envahissantes de nourriture. Écoute, ça prend une volonté de faire que peu de gens ont en fait dans la vraie vie. Mm, Donc, les c'est gens vrai. qui, comme tu dis, qui sont en surpoids ou en obésité, ce n'est pas de leur faute. C'est des mauvaises informations et des mauvais conseils qui ont été donnés depuis trop longtemps maintenant. Et là, c'est le temps que ça change. Voilà, donc on va faire changer les choses, Evelyne. Allez, c'est Ben notre voilà. mission pour 2024, on va changer les choses. Merci beaucoup, Evelyne, d'avoir été avec nous et on se retrouve très, très vite. Ça marche. Merci à toi. Comme on vient de le voir avec Evelyne, perdre du poids passe avant tout par une diminution de la résistance à l'insuline, puisque cette hormone inhibe la lipolyse, empêchant le corps de passer en mode déstockage. Et pour cela, il n'y a pas de secret. Il est indispensable de réduire la quantité de sucre, y compris de sucre dit lent, dans l'alimentation. Je te mets en lien sous cet épisode les liens vers les livres du Dr Bourdieu-Harrois, mais également les liens vers les livres que nous avons évoqués, Code obésité de Jason Fung et Pourquoi on grossit de Gary Taube. Ce sont les premières lectures que je recommande pour comprendre le fonctionnement de son métabolisme. On se retrouve très vite pour un nouvel intervenant passionnant dans Parcours de santé. N'oublie pas de t'abonner et merci pour ton écoute.